NATO's chief thinks that the answer to Russian threats against Eastern Europe, is more military spending. Of course he does. I'm Ben Swan with your Truth in Media moment. Thanks so much for watching. Pretty interesting story here, as NATO's chief, Anders Rasmussen's latest commentary reads much like every other commentary on really every other situation, even remotely NATO-themed. A plea for dramatic increases in military spending to modernize a fighting force that's already the overwhelming majority of the planet's armed forces. As far as NATO is concerned, there's always a reason for more military spending, but this time, the excuse is the Russian annexation of Crimea, which Rasmussen spun as a need for, quote, intensive training to confront Russia militarily, and a major hike in deployments to Eastern Europe for defense. Never mind the fact that Crimea voted to secede from Ukraine and join Russia. Even so, though, it does raise the question, how much military spending do NATO countries already commit to versus the Russians? Well, consider this. The United States alone in 2012 spent nearly $700 billion on military spending. Compare that to the $90 billion in 2012 that Russia spent on military. $700 billion to $90 billion? Okay, not even close. But remember, the NATO chief is asking for all NATO countries to increase spending. NATO is an alliance that consists of 28 independent member countries. According to the Stockholm International Peace Research Institute, NATO countries in 2012 spent over $990 billion on military. That means that they outspent the Russians by $900 billion, almost $1 trillion more in military spending. So how much more do we need? To call it lunacy is not even enough. It's opportunism. And the neocon hope for a new Cold War, that's what we're really doing battle with here. Salut à tous, bienvenue pour ce 63e numéro des infos dont on parle peu. Vous l'avez vu en introduction et vous l'avez compris, on va bien sûr parler encore longuement du cas ukrainien, russe et occident dans ce journal, et ce sera dans la partie internationale. Dans la partie économie, on reparlera de l'austérité, que ce soit en Grèce ou en France. On a pas mal d'informations à vous donner là-dessus. Et on terminera par la partie santé-environnement. On parlera des déchets syriens qui sont balancés en mer Méditerranée. On parlera de la disparition des abeilles et un petit mot aussi sur Fukushima. Voilà. Attachez vos ceintures, on y va. On attaque les infos internationales avec le dossier ukrainien comme promis, et on démarre avec le fameux référendum qui a donc eu lieu le 11 mai dernier sur l'autodétermination de l'Est de l'Ukraine. Alors le oui aurait recueilli 96% des votes à Louhansk et 89% à Donetsk, mais le président par intérim ukrainien a dénoncé cette consultation, tandis que le Kremlin dit respecter l'expression de la volonté des populations. L'Occident n'a pas reconnu le résultat des référendums, donc là tout le monde a été unanime sur le sujet, de Obama à Hollande, enfin tout l'Occident. Par contre, pas de manifestation de ces mêmes occidentaux lorsque la dirigeante du parti Batchishtina et candidate à la présidence ukrainienne Yulia Tymoshenko propose de tenir, parallèlement à la présidentielle du 25 mai, un référendum sur l'adhésion du pays à l'Union européenne et à l'OTAN. Voilà ce qu'a annoncé le service de presse de son parti. On continue, et l'Ukraine qui construit une digue dans la région de Kherson pour priver d'eau son ancienne république autonome de Crimée qui a adhéré à la Russie à la mi-mars. Des grues et autres matériels construisent une digue dans le canal de Crimée du Nord, reliant le Dniepr à la péninsule. Le canal de Crimée du Nord a assuré jusqu'à 85% des besoins en eau douce de la péninsule de Crimée. L'Ukraine a fermé les écluses après l'adhésion de la Crimée à la Russie, selon l'agence ukrainienne Unian. La décision de Kiev de couper l'alimentation de la République russe de Crimée en eau est une véritable attaque contre la raison. Nous qualifions cet acte de démarche irresponsable. Je tiens à souligner que la fermeture des écluses du canal de Crimée du Nord aura pour conséquence la dégradation de la situation écologique dans la région de Kherson et du bassin de la mer Noire dans son ensemble. Voilà ce qu'a souligné M. Loukachitchev, le porte-parole de la diplomatie russe. Alors tant qu'on est dans ce genre d'informations, on va parler du navire espion français qui se trouve actuellement en mer Noire. Le navire collecteur de renseignements français du Puy-de-Dôme est revenu en mer Noire cette semaine. Il se trouve dans les environs du port bulgare de Varna, a annoncé RIA Novosti à une source militaro-diplomatique russe. Alors il faut savoir que ce navire français était déjà présent dans les eaux de la mer Noire en avril dernier.
Alors, en vertu de la convention de Montreux, relative au régime des détroits, les navires non riverains ne peuvent pas passer plus de 21 jours consécutifs en mer Noire. Or, une frégate américaine, l'USS Taylor, déployée dans le bassin de la mer Noire durant la même période, a violé la convention de Montreux en dépassant de 11 jours le délai fixé. Alors ça, bien sûr, on n'a pas trop entendu parler. Hein. On continue et on va parler des soldats américains, les soldats privés qui se trouvent actuellement en Ukraine. Environ 400 mercenaires de l'entreprise privée américaine Academy, plus connue sous son ancien nom de Blackwater, opèrent en Ukraine aux côtés des soldats et de la police ukrainienne dans des opérations contre les séparatistes pro-russes. Voilà ce qu'affirme le journal allemand Bild. Alors, selon des informations basées sur des communications radio entre des centres de commandement de l'armée russe, interceptées par l'agence de surveillance américaine NSA et transmises ensuite au service secret allemand, les mercenaires américains coordonnent et dirigent des opérations de guérilla contre les séparatistes pro-russes autour de l'enclave de Slaviansk. Voilà, on continue et on va parler maintenant de Washington qui presse la France de ne pas livrer les 2 bateaux qui doivent être livrés fin de l'année 2014 à la Russie. Les États-Unis considèrent que la France doit renoncer à la vente de 2 bâtiments de projection et de commandement français de classe Mistral. Voilà ce qu'a déclaré le porte-parole du département d'État américain, Mary Harf. Je cite, « Nous avons exprimé à plusieurs reprises notre préoccupation face à cette transaction. Nous ne pensons pas que le moment soit opportun pour la finaliser. » Voilà ce qu'a indiqué la diplomate américaine. Enfin, on se demande de quoi elle se mêle. Hein. La Russie et la France, je vous le rappelle, ont signé en 2011 un contrat de 1,2 milliard d'euros quand même, hein, à l'heure où la France est en grande difficulté financière, économique. Là, 1,2 milliard d'euros, ça ne se refuse pas. 1,2 milliard d'euros donc pour la construction de 2 bâtiments de commandement de type Mistral pour la marine russe. Ces bâtiments sont en cours de construction dans les chantiers de Saint-Nazaire, qui en ont bien besoin bien sûr. Alors le premier navire, le Vladivostok, a été mis à l'eau et devrait être remis à la Russie fin 2014, comme je vous le disais. Et le second, baptisé Sébastopol, doit être remis à la Russie en 2015. On continue sur le dossier ukrainien. Selon Christine Lagarde, responsable du FMI, il faudra bien plus que ces 17 milliards de dollars pour rétablir l'Ukraine. Je cite Christine Lagarde, « L'Ukraine a besoin de bien plus que 17 milliards de dollars, par exemple sous la forme d'aide bilatérale venant de l'étranger ou d'aide financière de la part d'autres organisations financières internationales. » Bon, d'autres termes, ça c'est mettre l'Ukraine en esclavage. Hein. Je continue de citer, « La crise géopolitique en Ukraine a des effets sur le commerce international, sur les investissements directs étrangers. Elle a des conséquences sur les flux de capitaux internationaux et sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe, car l'Ukraine est un État par lequel transitent des livraisons d'énergie. » Fin de citation. Voilà. C'est vrai qu'il fallait y penser avant. Hein. Avant d'aller déstabiliser l'Ukraine entière, il fallait peut-être penser à tous ces petits problèmes qu'on aurait par la suite. Hein. Pour terminer sur le dossier ukrainien, la cerise sur le gâteau pour cette semaine, on a appris que le fils du vice-président américain Joe Biden est entré dans le conseil d'administration d'une des plus grosses entreprises de gestion de gaz en Ukraine. C'est rigolo ça, non ? Alors, le fils de Joe Biden, qui s'appelle Hunter Biden, est donc entré au conseil d'administration de l'entreprise Burisma, une entreprise productrice de gaz en Ukraine. Et la Maison-Blanche a nié tout conflit d'intérêts. Je cite, « Hunter Biden et les autres membres de la famille Biden sont des citoyens ordinaires, où leur travail ne reflète pas une approbation de l'administration du vice-président ou du président. » Voilà ce qu'a annoncé le porte-parole de la Maison-Blanche, Jay Carney. C'est quand même extrêmement rigolo. On passe maintenant au Venezuela. Alors vous le savez, le Venezuela qui est en proie à des manifestations ultra violentes. Alors depuis le décès de Hugo Chavez, là c'est vrai que Nicolas Maduro a vraiment beaucoup de mal à gérer son pays. Il faut dire que côté occidental, on ne se prive pas pour déstabiliser le Venezuela, n'est-ce pas ? Alors depuis plusieurs mois, des manifestations violentes agitent les rues de Caracas. Le président Nicolas Maduro a choisi la manière forte face à une contestation qui ne recule pas. Le principal opposant, Leopoldo López, se trouve en garde à vue depuis 70 jours. Son procès vient encore d'être ajourné et il est accusé d'incitation à la violence. Le 8 mai, un policier a été tué par balle et un autre blessé à la fin d'un rassemblement dans la capitale. Le même jour, la garde nationale bolivarienne démantelait 4 campements d'étudiants protestataires dans différents quartiers. Le ministre de l'Intérieur évoque 243 arrestations et précise que la drogue, des armes, des explosifs, des mortiers et des cartouches de gaz lacrymogène ont été retrouvés sur place. Étudiants et classe moyenne ne désarment pas, ils réclament plus de démocratie, plus de sécurité et aussi l'accès aux produits de base.
L'inflation a explosé de plus de 60% sur les 12 derniers mois. Les achats sont contingentés, y compris dans les supermarchés où les produits sont rationnés sur présentation d'une carte d'approvisionnement assurée. Le Venezuela vit actuellement une des pires pénuries de son histoire, en raison notamment des réserves de change de l'État qui sont en chute libre. Les lignes de crédit se sont épuisées, les retards de paiement se sont accumulés et les pénuries ont explosé. Résultat, les produits importés ont disparu des rayons et le pouvoir d'achat s'est effondré. L'insécurité pose un problème tout aussi aigu. Dans ce pays de 30 millions d'habitants, 65 personnes sont tuées chaque jour. Le taux de crime et délit est l'un des plus élevés au monde. Les statistiques du gouvernement et des ONG diffèrent. Mais le Venezuela arriverait en 3e position des pays les plus dangereux au monde, juste derrière le Honduras et le Guatemala. Le taux d'homicide annuel atteint 73 pour 100 000 habitants. 122 pour 100 000 à Caracas, la capitale la plus dangereuse de la planète. Voilà pour le Venezuela, malheureusement, qui est en train de, j'allais dire, de tourner assez mal. Et malheureusement, Nicolas Maduro, qui n'a pas la trempe d'un Hugo Chavez, a du mal à tenir tout ça. On continue, on va parler de l'impérialisme chinois en Afrique. La Chine construira un chemin de fer vers les ressources minières de l'Afrique. Le chemin de fer Mombasa-Nairobi va affermir les positions géopolitiques de la Chine en Afrique. L'Exim Bank de Chine va octroyer au gouvernement du Kenya un crédit de 3,6 milliards de dollars pour cet ambitieux projet d'infrastructure en Afrique orientale. C'est ce qui a été annoncé à l'issue de la visite du Premier ministre chinois Li Keqiang en Afrique. Il a visité le Kenya, l'Éthiopie, le Nigeria et l'Angola. Alors la Chine, on va en reparler un petit peu plus tard avec la Russie. On parle maintenant un petit peu de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, alors surtout de l'Iran, puisqu'on s'achemine peut-être vers un rapprochement entre les deux pays. Les deux pays étaient en froid depuis un bon moment. Alors le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Saoud Al-Faisal, a affirmé que son pays était prêt à négocier avec son voisin iranien pour améliorer les relations entre Riyad et Téhéran. L'Arabie Saoudite, puissance sunnite régionale, avait jusqu'ici ignoré les appels du pied de son voisin chiite. Le président iranien Hassan Rouhani, un modéré, avait multiplié les messages de fraternité envers les pays arabes du Golfe depuis son investiture en août dernier. Il a répété le même message lors d'une visite en mars à Hammam, pays arabe du Golfe qui entretient traditionnellement de bonnes relations avec Téhéran. En décembre, M. Zarif avait lancé une offensive de charme envers les voisins arabes de l'Iran lors d'une tournée dans 4 pays de la région. Il n'a pas pu se rendre toutefois en Arabie Saoudite, faute d'invitation. Voilà, c'est peut-être aussi parce que l'Arabie Saoudite sent peut-être le vent tourner avec les États-Unis, étant donné que les États-Unis produisent du pétrole de schiste. Ils ont peut-être un peu moins besoin du pétrole du Moyen-Orient ces temps-ci. Donc voilà, on suit ça bien de près, bien évidemment. On continue avec l'Iran, qui va présenter bientôt son nouveau destroyer. L'Iran va dévoiler prochainement son destroyer Davamand, de fabrication iranienne, équipé de drones navals et de missiles de croisière. Voilà ce qu'a annoncé le commandant de la marine iranienne, Habibullah Saïri. Israël, de son côté, continue à appeler à user de tous les moyens contre la menace iranienne. Le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, a affirmé que les États-Unis et Israël devaient mobiliser, je cite, tous les moyens pour faire face à la menace nucléaire iranienne, à l'occasion d'une visite du chef du Pentagone, Chuck Hagel. Je crois que cette menace doit être la priorité absolue pour chacun de nous en usant de tous les moyens dans tous les domaines. Voilà ce qu'a déclaré le ministre israélien. Cette rencontre intervient au moment où l'Iran négocie avec les grandes puissances à Vienne les limites du programme nucléaire controversé iranien dans le cadre d'un accord définitif. Israël a affirmé à maintes reprises qu'il n'écartait pas une opération militaire afin d'empêcher Téhéran de se doter d'une telle arme. On continue aux États-Unis maintenant, la NSA qui est accusée d'avoir piégé les routeurs américains. De nouvelles informations publiées par le journaliste américain Glenn Greenwald indiquent que la NSA piège de nombreux routeurs vendus par des firmes américaines et destinés à l'export. D'autres équipements sont aussi concernés, comme les serveurs. Le journaliste a dévoilé que la NSA, qui est véritablement au cœur du scandale, implante secrètement des logiciels espions et des portes dérobées, backdoor, dans du matériel américain destiné à l'export afin de faciliter la pénétration des réseaux informatiques d'autres pays pour y intercepter leurs communications électroniques. D'après le quotidien, des routeurs, serveurs et autres appareils de réseau seraient régulièrement interceptés par l'Agence de sécurité nationale. À lire Glenn Greenwald, certains de ces produits seraient même réceptionnés par la NSA,
ce qui laisse penser qu'il existe des complicités avec certains fabricants de matériel informatique. On continue, alors c'est toujours aux États-Unis et c'est toujours en relation avec la NSA. Un étudiant de 15 ans qui a été viré de son lycée pour avoir manifesté contre la NSA. Alors, le pays de la liberté, donc les États-Unis, c'est au Texas que ça se passe et c'est un adolescent de 15 ans qui a été suspendu par son lycée pour avoir protesté contre la NSA. Donc, il s'appelle Mason Michalek. Il protestait silencieusement depuis quelques temps dans son lycée au Texas et il a été exclu pour 2 jours. Apparemment, il n'aurait pas encore effectué sa sanction, mais par contre, la sanction pourrait être alourdie s'il continue. On revient en France, c'est le 10 mai dernier, peut-être que vous avez vu cette vidéo sur internet. Un père de famille et sa fille sont en vélo avec un drapeau La Manif pour tous. Bon, ils ont le droit d'avoir les opinions qu'ils veulent, ils ont le droit de se balader avec un petit drapeau La Manif pour tous, hein. Eh bien, ils se sont fait stopper et contrôler par des policiers près du jardin du Luxembourg où était présent François Hollande. Hein, ils ont même été arrêtés, c'était assez violent. Hein. Voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous mets le lien, bien évidemment. On continue, alors puisqu'on parle de Hollande. Hollande qui a l'honneur d'avoir le résultat le plus mauvais dans un sondage à l'échelle européenne. Alors c'est un sondage qui a été fait par Ipsos, qui a été fait à l'échelle européenne et qui donne les opinions sur les différents présidents européens. Alors, sur François Hollande, 2% des opinions des Européens donc sont très positives, 18% positives, 28% ne le connaissent pas, 20% n'ont pas d'opinion, 21% sont négatives et 11% très négatives. Voilà, donc ce qui fait de François Hollande le président européen qui a le plus mauvais résultat. Voilà. Toujours en France, les députés du Front de gauche ont déposé une proposition de résolution européenne qui invite le gouvernement à interrompre les négociations du traité transatlantique. Alors, les députés du Front de gauche ont déposé cette proposition européenne qui invite le gouvernement français à intervenir auprès de la Commission européenne afin de suspendre les négociations sur le projet de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc le texte sera débattu le 22 mai à l'Assemblée. Ça risque d'être intéressant. J'espère qu'on aura des extraits à montrer. Voilà. Alors toujours en ce qui concerne le traité transatlantique, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo aussi, où à Bruxelles, quelques personnes qui venaient manifester contre les négociations du TAFTA ont été assez violemment prises à partie par les policiers belges. Alors, c'est l'Alliance D29-20 qui appelait à une journée d'action le 15 mai dernier pour, je cite, encercler le palais Egmont. Ça, c'était à Bruxelles, hein, où on est à ce moment-là l'European Business Summit. L'Alliance D19-20 rassemble des agriculteurs, des agricultrices, des citoyens, des citoyennes, des travailleurs, des chômeuses, des artistes, des représentants de syndicats, des ONG, des collectifs de militants, des activistes, etc. qui luttent contre les politiques d'austérité et le partenariat transatlantique porté par Karel de Gucht, commissaire européen au commerce. Ces membres actifs de la société civile belge sont déterminés à construire et maintenir un rapport de force contre les attaques menées par l'Union européenne et suivies par toutes les couches de la population. Donc là, plus d'1 millier de personnes ont tenté de couper les accès du palais, mais ont été embarquées par la police qui était venue en nombre. Voilà. On attaque la partie économie maintenant et on va parler de la France et de la société Alstom, société française, qui est en passe d'être achetée par la société américaine General Electric. Alors sur internet, on a trouvé une liste de sociétés françaises qui ont été rachetées par des Américains. Alors Carrefour a été racheté par Colony Capital en 2007 pour 4,3 milliards de dollars. Solocal a été racheté par KKR et Goldman Sachs en 2006 pour 4,1 milliards de dollars. TDF a été racheté par Intermediate Capital et Texas Pacific Group en 2006 pour 3,5 milliards de dollars. Coverteam a été racheté par General Electric en 2011 pour 3,5 milliards de dollars. Legrand, racheté par un groupe d'investisseurs dont KKR et Goldman Sachs en 2002 pour 3,5 milliards de dollars. Proveny, racheté par Cargill en 2011, 3,2 milliards. Rexel, racheté par Réinvestissement en 2004 pour 3 milliards. SPI, racheté par Clayton, Dubilier et Rice en 2011 pour 2,4 milliards de dollars. Voilà, donc toutes nos sociétés françaises, pas toutes, on exagère, quelques sociétés françaises partent sous pavillon américain, d'autres partent sur pavillon qatari, d'autres en Arabie Saoudite, d'autres en Chine. Ça fait quand même peur, hein, on se fait dépecer littéralement.
On continue et on va parler de la cure d'austérité pour Bouygues Telecom. Les syndicats craignent la suppression de près de 2000 postes, soit près de 23% des effectifs de Bouygues Telecom. Alors que le groupe présentera ses résultats trimestriels la semaine prochaine, l'inquiétude grandit dans sa filiale Télécom. Le groupe travaille à un plan d'économie. Les syndicats craignent la suppression de 1500 à 2000 postes sur les 9000 salariés que compte Bouygues Telecom, soit 23% des effectifs. Cette vague massive de licenciements serait présentée comme la conséquence directe de l'échec récent du rachat d'SFR. Voilà. Alors il n'y a pas que Bouygues Telecom, puisque la SNCF, elle aussi, va dégraisser. La direction de SNCF a annoncé le 13 mai dernier en comité central d'entreprise l'ouverture d'un plan de départ volontaire qui pourrait s'appliquer dans les 3 mois. Seront concernés les salariés nés en 1959, 60 et 61 qui pourront quitter sous condition l'entreprise publique 2 à 3 ans environ avant l'âge normal de la retraite avec une prime équivalente à environ 12 mois. L'État français qui est endetté, comme vous le savez, et qui veut se débarrasser du logiciel de paye interministériel qui s'appelle ONP. Donc là, ça va nous coûter encore des sous. Alors, au total, entre les coûts directs, logiciels, services, fonctionnaires et prestations mobilisées, les coûts indirects, la mise à niveau des SIRH ministériels et ceux qu'engendre inévitablement l'échec de l'ONP, la facture réelle dépasse très certainement le milliard d'euros. En mettant fin à l'ONP et à son application de paye interministérielle, le précédent gouvernement a certes tué un projet dispendieux, mais a aussi ramené la paye des fonctionnaires 7 ans en arrière, avec des applications antédiluviennes qu'il va bientôt falloir moderniser. Voilà, donc c'est reculer pour mieux sauter. On continue et on apprend que les paris sportifs permettent de blanchir chaque année 100 milliards d'euros. Les organisations criminelles blanchissent chaque année plus de 140 milliards de dollars dans les paris sportifs à l'échelle mondiale. Un chiffre ahurissant qui traduit les menaces qui pèsent sur l'intégrité des compétitions sportives, estime un rapport. Je cite, « L'évolution rapide du marché global des paris sportifs a vu l'augmentation du risque d'infiltration de ces paris par des organisations criminelles et des techniques de blanchiment d'argent. » Voilà ce qu'estime Chris Eaton, le directeur pour l'intégrité du sport au sein du Centre international pour la sécurité dans le sport, un think tank international indépendant basé à Doha au Qatar. Toujours en France, vous savez, le taux de chômage est extrêmement haut, mais il y a un domaine qui recrute et qui recrute beaucoup, le renseignement. Alors, la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur, va devenir la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et elle lance un appel à candidature pour recruter plus de 430 civils afin qu'ils viennent renforcer ses rangs en tant qu'espions. Voilà. Donc là, ça recrute, on peut y aller. Envoyez vos CV pour intégrer la DGSI. C'est vrai que le nombre de gens qui rejettent le système commence vraiment à grandir de plus en plus. On voit avec le nombre de gens qui viennent nous rejoindre, nous, l'agence Info Libre. Donc voilà, il faut bien sûr les regarder de près et il faut de plus en plus de monde. En tout cas, la France va devenir légèrement plus riche ces temps-ci et c'est pas parce qu'on gagne plus, non. C'est parce qu'on va modifier le calcul du PIB. L'INSEE va donner un coup de pouce statistique au PIB. En raison du changement de mode de calcul de la comptabilité nationale, la richesse produite en France va grimper de 2 à 3% cette année. Alors c'est bizarre parce que dans l'article que je vous donne en lien, on parle de beaucoup de choses pour modifier ce calcul, mais par contre on ne parle pas de la prostitution et du trafic de drogue, qui entre bel et bien dans le calcul du PIB. Bizarre ça, non? On continue, on parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, la presse française. Alors, le 29 avril 2014, le ministère de la Culture et de la Communication poursuit son accent de transparence engagé l'an passé et rend public le montant des aides accordées en 2013 à la presse. Alors, il y a un tableau, je vous donne le lien bien sûr, qui indique l'intégralité des bénéficiaires pour chaque dispositif d'aide directe. Je vous donne le top 10. Alors, premier, Le Figaro, 16 millions d'euros. 16 millions d'euros en un an, donnés par l'État. C'est votre argent, c'est mon argent. Le Monde, 16 millions d'euros. Aujourd'hui en France, 12 millions d'euros. Ouest France, 10 millions d'euros. La Croix, 10 millions d'euros. Télérama, 10 millions d'euros. Libération, 10 millions d'euros. Le Nouvel Obs, 8 millions. Télé 7 jours, 7 millions. L'Humanité, 7 millions. Là, on est dans les 10. Il faut absolument que je vous donne le 11e parce que c'est quand même l'Express. 6 millions d'euros, ils reçoivent. 6 millions d'euros. Après, on appelle ça une presse indépendante, c'est quoi.
C'est quand même incroyable. Alors en tout, l'État aide plus de 200 journaux et magazines pour un total, tenez-vous bien, de 288 millions d'euros pour l'année 2013. Alors voilà, si on cherche un domaine pour faire des économies, ben voilà, on en a trouvé un. Hein. On arrête de subventionner tous ces journaux. Alors, vive la presse libre et indépendante. Alors, comme je vous le disais, la France est bien endettée et la France est en panne, puisque l'économie française n'a pas redémarré au premier trimestre, ce qui fragilise d'autant les espoirs du gouvernement qui continue de tabler sur un rythme de croissance de 1% en 2014. Donc là, ils peuvent toujours y compter. Hein. La baisse des investissements des entreprises, moins 0,5%. Nette diminution aussi de la consommation des ménages, moins 0,5%. Ralentissement des exportations par rapport aux importations. Voilà tout ce qui ont contribué aux mauvais résultats. En face, seule la production des biens et services résiste, ressortant avec une hausse de 0,2%. Voilà. On continue, toujours la France. Dernière information qui concerne la France, vous savez, c'est bientôt la Coupe du Monde et on a appris que les joueurs de l'équipe de France vont toucher des rétributions en hausse. Les 23 tricolores qui disputeront la Coupe du Monde se partageront un joli gâteau, à condition de voyager loin, évidemment. Hein. Alors, on s'est mis d'accord, les joueurs toucheront 30% des sommes versées par la FIFA, quel que soit le parcours. Pour le premier tour, la Fédération française recevra 5,8 millions d'euros. Ils se partageront donc 30% de cette somme, quoi qu'il arrive. Et si nous allons en quart de finale, ils auront 30% des 10,2 millions qui nous seraient alors versés. Soit, dans le cas d'une élimination au premier tour, une prime de 75 000 euros par joueur, et qui grimperait à 133 000 euros en cas d'accession au quart de finale. Et dans le cas de figure non évoqué par Le Gret d'un second sacre mondial, chaque bleu percevrait un bonus d'environ 330 000 euros. On parle toujours d'austérité, mais on va passer à la Grèce. Alors, il faut que ça nous serve de leçon, puisque, comme je vous l'ai dit déjà, on va faire 50 milliards d'économies d'ici 2017. Mais bon, pour la Grèce, les chiffres sont tombés. Hein, et un tableau nous montre, le tableau que je vous montre à l'écran, nous montre quels sont les résultats de l'austérité en Grèce. Alors, si on prend ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? Les pertes salariales entre 2009 et 2014, moins 38%. Les pertes en pension, moins 45%. Les revenus des ménages entre 2007 et 2012 ont diminué de 30%. La différence des revenus annuels moyens des ménages a perdu 25,80%. Le pouvoir d'achat des ménages entre 2009 et 2013, moins 25%. Les demandes domestiques, moins 31% entre 2000 et 2013. La productivité, moins 8,8% entre 2003 et 2013. La mortalité infantile, hausse de 42,8% entre 2003 et 2011. Les enfants vaccinés, moins 20%. Les citoyens proches de la pauvreté et de l'exclusion sociale, 3 795 100. La moyenne de licenciements par semaine, 3,8 personnes en 5 ans, hallucinant. Le volume de production, moins 23,5%, et ça continue. Hein. Les suicides, hausse de 44%. Le coût de production, moins 13,9%. Les entreprises ayant fermé, 30% des entreprises entre 2010 et 2013, etc., etc. Je vous laisse tout le tableau. Le PIB, moins 25%. La dette publique, une hausse de 36,5%. Enfin voilà, on s'en sortira pas. Voilà ce qui attend la France avec la mise en place de l'austérité très très forte du gouvernement qui nous attend d'ici 2017. On continue, on va parler des banques. Un petit mot sur les banques maintenant. La JP Morgan et ensuite BNP Paribas. Alors d'abord pour la JP Morgan, rien ne va plus apparemment. Hein. La banque annonce 10 000 licenciements supplémentaires et son patron Jamie Dimon, autrefois grand copain de Barack Obama, pourrait en faire les frais et quitter la banque américaine. La banque française BNP Paribas maintenant, elle aussi, elle est dans la tourmente. Son directeur général Jean-Laurent Bonnafé s'est rendu la semaine dernière aux États-Unis pour tenter d'obtenir la clémence des autorités dans une affaire de contournement de sanctions internationales imposées par les États-Unis. Les autorités américaines menacent de poursuivre au pénal la banque et au moins une douzaine de ses employés. La licence pourrait être révoquée. Et enfin, une autre banque européenne, même si c'est une banque suisse, le Crédit Suisse, est aussi dans la ligne de mire des États-Unis qui lui reprochent d'avoir favorisé l'évasion fiscale de ses ressortissants. Par contre là, un accord serait imminent. Alors je vous laisse bien sûr les liens pour aller voir toutes ces affaires et une vidéo même qui va vous montrer un petit peu toutes ces affaires très très intéressantes.
Pour terminer la partie économie, on parle de la Chine et de la Russie, comme je vous le disais auparavant. Chine et Russie sont toujours en pourparlers pour finaliser un méga contrat gazier, faute de s'être entendus jusqu'à là sur un prix du gaz naturel. Voilà ce qu'a déclaré un haut responsable chinois, alors que la signature de cet accord est attendue la semaine prochaine, puisque le 20 mai prochain, Chinois et Russes vont se voir. Selon les termes d'un accord cadre annoncé précédemment, le groupe russe devrait fournir à la Chine 38 milliards de mètres cubes de gaz par an à partir de 2018, un volume qui pourrait s'élever ultérieurement jusqu'à près de 70 milliards de mètres cubes. Voilà, donc ça veut dire que la Russie va construire éventuellement, sûrement même, des infrastructures qui vont leur permettre d'exporter du gaz, beaucoup plus de gaz vers la Chine, ce qui veut dire qu'ils ont bien anticipé le fait que les Européens se tournent maintenant vers les États-Unis et leur gaz de schiste plutôt que vers la Russie pour leur approvisionnement en gaz. On attaque la partie santé-environnement et on va parler de la destruction des armes chimiques syriennes. Et malheureusement, ces destructions, ça se passe en mer Méditerranée. Alors, je vous parlais dans le dernier numéro des infos dont on parle peu de cette mer Méditerranée qui est une véritable poubelle, malheureusement. Mais ça risque pas de s'améliorer avec cette nouvelle-là. Alors, la destruction, c'est par hydrolyse de 700 tonnes d'armes chimiques à bord du roulier américain MV Caprey, dans les eaux internationales, en plein cœur de la Méditerranée. Alors, cette destruction soulève de très vives inquiétudes dans le Mare Nostrum et des protestations en Grèce, en Italie et en France. Alors, après la découverte des armes chimiques un peu partout dans le monde, des armes chimiques de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été détruites ou plutôt balancées dans à peu près toutes les mers du monde, là on continue nos bêtises en balançant les armes chimiques syriennes dans la Méditerranée. C'est vraiment incroyable. On continue et on va parler de la mortalité des abeilles. Une étude a été réalisée sur la mortalité des abeilles, mais malheureusement cette étude ne prend pas en compte les pesticides. Incroyable, non ? La Commission européenne vient de publier un rapport d'études épidémiologiques qui concerne les mortalités de colonies d'abeilles dans 17 États européens, dont la France. Dans ce rapport, un facteur de mortalité a été omis par Bruxelles, les pesticides. Un choix moins scientifique que politique pour Gérard Arnold, directeur de recherche au CNRS. De quoi sont donc mortes les colonies d'abeilles? À ce stade, le rapport n'apporte pas de réponse. Et d'ailleurs, le protocole de cette étude, qui va être poursuivi cette année, ne permettra pas d'obtenir une réponse scientifique définitive, parce qu'il présente une étrange lacune. Alors qu'il est globalement admis que les causes de mortalité des abeilles relèvent de deux grandes catégories de facteurs, des agents biologiques, bactéries, virus, acariens, parasites, frelons prédateurs, et des pesticides, le protocole de cette étude ne considère ici qu'un seul groupe de facteurs, les agents biologiques, mais non les pesticides. C'est une erreur grave car non seulement les pesticides peuvent agir par eux-mêmes, mais aussi en interaction avec les facteurs biologiques. Or, on ne trouve que ce que l'on cherche. Et en ne cherchant pas les agents biologiques, on ne risque pas d'incriminer éventuellement les pesticides ou leurs interactions avec les agents biologiques. Ce choix de Bruxelles n'est pas un choix scientifique, mais politique. On continue, une petite brève sur Fukushima, puisque apparemment cette catastrophe serait pire que prévu. La quantité de césium-137 qui a fui de la centrale nucléaire de Fukushima pourrait être pire que prévu. Une équipe de chercheurs japonais a conclu que 50% de plus que ce que l'on ne pensait de matière radioactive se serait échappé dans l'atmosphère et dans la mer. Bon, écoutez, on n'est plus à ça près, hein. On continue, on va parler du cancer du sein et 17 substances chimiques à risque utilisées dans l'industrie et dans la vie courante. Une étude indépendante américaine fait le lien entre 17 produits chimiques du quotidien et les cancers du sein. Plusieurs composants sont utilisés par les industriels de la chimie, de la santé, de la pétrochimie ou encore de l'alimentaire. On termine ces infos avec une nouvelle absolument incroyable, des enfants qui ont été intoxiqués par des pesticides. Ça se passe dans le Bordelais. Dans la matinée du 5 mai, 23 élèves et leurs enseignants d'une école primaire de Villeneuve en Gironde ont été intoxiqués après le traitement aux pesticides de vignes proches de l'école. Le maire de la commune, propriétaire de l'une des parcelles de vignes en question, a cherché à minimiser l'affaire parlant d'enfants impressionnés, je cite. De leur côté, les autorités sanitaires ont indiqué n'avoir aucun doute sur le lien entre l'épandage des pesticides, en l'occurrence un fongicide, et les symptômes, toux, irritation, nausées, manifestés par les enfants. Dans la foulée, voyant que l'affaire prenait des proportions nationales, l'interprofession viticole bordelaise a envoyé un courrier aux viticulteurs de la région, les mettant en garde contre la presse aux aguets.
Je cite, « Si vous êtes questionné par des journalistes, nous vous recommandons de les renvoyer vers le service de communication du Conseil interprofessionnel du vin bordelais, afin qu'une position commune de la filière soit communiquée. Nous invitons instamment les viticulteurs qui ont des vignes à proximité des écoles à prendre de plus grandes précautions, traiter si possible le mercredi ou les jours fériés et utiliser de préférence des produits classés bio. Pour les parcelles situées à proximité des zones habitées, respectez strictement les préconisations en matière de vitesse maximale du vent pour éviter les dérives. Attention, la presse est aux aguets, un comportement individuel irresponsable peut pénaliser toute la profession. » Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que ça ne soit pas trop étendu dans la presse, vous comprenez ? Que les gens soient malades, ça, on verra, mais il ne faut pas trop que les gens en parlent dans la presse, hein. C'est important. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci bien sûr à ceux qui m'envoient des informations tout le long de la semaine. Merci à ceux qui soutiennent l'agence Infolibre, très important pour nous, pour qu'on se développe. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bien sûr, vous pouvez aller voir toutes les productions de l'agence Infolibre sur la page YouTube de l'agence Infolibre, sur le site agenceinfolibre.fr bien sûr, le Twitter, la page Facebook, le live stream. Vous pouvez nous suivre tout au long de la semaine. Voilà, vous en avez l'habitude. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez bien informés. Ciao!